Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok, parfait. Donc, hop. Donc, pour ma présentation, donc, je m'appelle Nicolas. Ma thèse porte sur la cybersécurité en réalité virtuelle. J'ai commencé en même temps que Léo et Awalé, et donc je rentre dans ma deuxième année de thèse et je suis encadré par Thierry Duval et Marco Leverpal. Donc, je vais commencer par vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit ma thèse sur pourquoi on fait de la cybersécurité en réalité virtuelle. Ensuite, plus précisément, mes questions de recherche. Et ensuite, le premier prototype que j'ai réalisé, celui qui est le plus développé, donc ou avec lequel je suis en train de réaliser une expérience. Et ensuite, je parlerai en fait du deuxième prototype qui vient compléter ce premier. Et puis, je conclurai. En cybersécurité, le problème actuel, c'est qu'il y a une grande quantité de données hétérogènes, donc venant de capteurs différents. Donc, on n'a pas juste la problématique de big data où il y a beaucoup de données, c'est qu'en plus, ces données hétérogènes, on peut très bien avoir des alertes d'IDS, on peut juste avoir des snorts, enfin des scans de réseau, on peut aussi avoir des capteurs physiques. Et donc, il faut les agréger et ensuite, il faut donner un sens à toutes ces données qui sont très différentes les unes des autres. Et les outils qu'on a ne sont pas forcément adaptés pour rapidement donner un sens à ces données. Là, par exemple, vous avez Wireshark, donc, qui permet de faire des scans réseau, où on voit que c'est pas possible d'avoir en un instant une idée de ce qui se passe sur le réseau. Donc, évidemment, il y a eu une idée de visualiser ces données. Donc là, on a plusieurs visualisations qui sont apparues, donc, surtout depuis 5-6 ans. Ces visualisations, elles vont reposer surtout sur de la réduction de dimensions. Donc, représenter, on va dire par exemple, chaque ordinateur par son comportement. Donc là, c'est la visualisation que vous voyez au milieu. Et ça va permettre d'avoir une petite idée du comportement normal et du comportement différent, et de faire ressortir les anomalies. Donc, ces visualisations, elles ont cependant quelques limitations. Par exemple, en termes de taille, on est limité à un écran. Donc, même sur plusieurs écrans, au bout d'un moment, la taille manque. On a du mal à avoir le contexte quand on commence à plonger dans les données. Et les interactions ne sont pas toujours évidentes. Par exemple, cette représentation, pour choisir seulement les deux, trois points qu'on veut, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de se tourner vers des nouvelles technologies d'affichage, en particulier donc, les technologies de réalité mixte. Et donc, ce champ de recherche, représenter les données en réalité mixte, ça s'appelle l'immersive analytics. Donc, c'est tout simplement utiliser ces nouvelles technologies pour analyser les données et ça va favoriser l'immersion des gens et aussi la collaboration, comme on peut le voir sur l'image de droite. On peut avoir plusieurs à traiter les mêmes données autour de la donnée dans la même pièce. Donc, c'est cette idée qui est sur cette idée, c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur de la cybersécurité en réalité virtuelle. Et mon objectif de thèse, donc plus précis, c'est de trouver des nouveaux moyens d'aider à la gestion d'intrusion sur la détection de signaux qui sont dits faibles. Et donc, un signal faible, qu'est-ce que c'est? Ça va être un avertissement qui va être difficile à détecter, qui est trop incomplet pour permettre des estimations précises. Donc, par exemple, ça peut être des alertes d'IDS qui vont se déclencher, mais il faut encore pouvoir les analyser pour savoir si c'est des vrais positifs ou des faux positifs. Et je me suis aussi intéressé particulièrement à la notion de périodicité en cybersécurité, puisque la plupart des attaques vont perturber la périodicité d'un réseau. Alors, pour faire très caricatural, si on a un réseau d'entreprise qui est très actif entre 9h et 18h, ben, si on a une fuite de données à 2h du matin vers un pays étranger, c'est probablement qu'il y a un problème parce qu'on a rompu cette périodicité. Évidemment, dans des cas réels, les attaquants essayent d'être un peu plus discrets et donc ces perturbations de la périodicité vont être plus difficiles et elles vont être noyées un peu dans du bruit. Et donc, c'est ça qui les rend difficiles à détecter. Donc, ma question de recherche, c'est comment l'immersive analytics peut-elle se mettre au service de la cybersécurité? Donc, question très générale. Et plus précisément, quelle représentation et interaction choisir en fonction de quel problème? Et en particulier, dans mon cas, ça va être celui des signaux faibles et aussi en fonction du type de données. Et au passage, je vais devoir me poser la question de quelles sont les bonnes pratiques de l'immersive analytics pour rendre les visualisations 3D les plus efficaces et utiles possibles. Donc, pour ça, j'ai réalisé deux prototypes qui vont répondre aux mêmes besoins. C'est cette suite d'aider les opérateurs à classifier les alertes levées par des logiciels de détection d'intrusion lors de la phase d'analyse. Je me suis basé sur cette, ce type de tâche parce que c'était celle où il y a actuellement énormément encore de problèmes pour les opérateurs à classifier les alertes. Et il y a aussi ce côté d'intégrer les algorithmes avec l'être humain. C'est ce qui m'a intéressé. Et il y a aussi mettre en valeur donc les motifs périodiques dans les données qui sont suspicieuses.
La différence, par contre, entre les deux prototypes, ça va être le type de données, car comme je le disais, on doit adapter la visualisation au type de données. Donc, le premier type de données, ça va être des données temporelles multivariées. Donc, ça peut être, par exemple, la valeur d'un capteur au cours du temps. Donc, c'est le premier graphe. Donc, là, on a plusieurs capteurs au cours du temps qui vont évoluer et on va pouvoir détecter une anomalie. Et le deuxième type de données qui est toujours là en cybersécurité, ça va être les réseaux. Donc, comment afficher les réseaux au cours du temps pour faire apparaître des motifs périodiques. Donc, le premier prototype que j'ai développé pour faire afficher les, les données temporelles au cours du temps, c'est donc Cybercopter qui a fait l'objet d'une publication, donc un short paper à VR4Sec il y a maintenant, enfin en août, pardon. Donc l'intérêt en fait de ce prototype, c'est de pouvoir à la fois faire apparaître des motifs périodiques, mais aussi d'afficher des informations supplémentaires. Donc, je vous passe un peu ce prototype-là pour me concentrer sur la suite, donc le prototype actuel. Et pour ça, je vais d'abord commencer par parler des jeux de données que j'utilise. Donc, le jeu de données que j'utilise, c'est le Secure Water Treatment Dataset. Donc, c'est des données issues de capteurs d'une usine de traitement d'eau. Pour l'instant, je me concentre sur les capteurs physiques parce que c'est eux qui ont vraiment le plus de comportements périodiques. Et en fait, cette usine va être attaquée par différents malwares et ça va faire perturber son fonctionnement. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir essayer de détecter s'il y a eu une attaque qui a perturbé le fonctionnement de l'usine euh, grâce à des visualisations du comportement des capteurs. Donc, il y a déjà des visualisations en 2D qui ont été faites, qui ont été réalisées, et elles utilisent donc la métaphore des spirales pour représenter les données, parce que quand les spirales permettent de mettre en valeur la périodicité euh, d'un événement dans un jeu de données. Donc, par exemple, ici, on voit sur celle de droite, donc la couleur va dépendre de la valeur du capteur, qu'en bas, on a un événement qui va se répéter au cours du temps, et cet événement, il est à la période de la spirale. Donc, cette visualisation sous forme de spirale, elle est intéressante parce qu'elle permet de mettre en valeur des motifs périodiques qui vont se répéter. Et dans l'expérience qui a été proposée, les opérateurs devaient classer des alertes grâce à ces visualisations. Par contre, selon les auteurs, leur visualisation, elle a quelques problèmes, dont la comparaison entre capteurs. Si on met deux spirales côte à côte, c'est pas forcément évident de comparer, surtout si elles n'ont pas la même période intéressante. Et on ne peut pas les superposer parce que sinon on ne voit plus rien. Il y avait un manque de lien avec le monde réel, donc on parle quand même de capteurs physiques. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir avoir le plan de l'usine à côté pour savoir où ils sont et quels sont les liens entre les capteurs. Et aussi un manque de place, puisqu'en fait une spirale, au bout d'un moment, ça prend beaucoup de place. Et ça, c'est des problèmes que la 3D peut résoudre. On peut, avec une hélice, afficher beaucoup plus de données. Donc, je vous montrerai ça juste après. On va pouvoir comparer les données et mélanger des données abstraites et géographiques, surtout qu'en 3D, ben, c'est pratique. Les plans d'usine en 3D, on peut les afficher directement dans une scène. Donc, pour le prouver, ce que je vais faire, c'est que j'ai comparé l'interface 2D existante que je vous ai présentée tout à l'heure avec mon prototype 3D que je vais vous présenter juste après. Donc ça va être l'objet d'une première expérience pour savoir si les hélices sont comprises, sont utiles pour des experts en cybersécurité. Et ensuite, je réaliserai un deuxième scénario plus complet, plus complexe, qui va essayer de reprendre toutes les parties d'une analyse pour cette fois montrer l'intérêt d'un environnement virtuel. Donc, pour la démo, là. Donc là, en fait, on a les 50 capteurs qui sont affichés. Est-ce que mon écran a bien changé? Ouais, ok, top. Donc là, on a les 50 capteurs qui sont affichés dans la scène. Alors, pour l'instant, comme c'est que le début, je ne me suis pas trop demandé comment le faire, mais en fait, chaque ligne correspond à un processus du traitement d'eau. Donc, il y en a un, c'est le filtrage, l'autre, c'est la compression, etc. Et donc, déjà, on peut voir qu'il y a tous les capteurs qui sont affichés en même temps. Si l'opérateur veut sélectionner un capteur pour l'analyser parce qu'il a repéré quelque chose, il peut le faire avec la manette. Donc voilà, on peut le prendre, agrandir pour voir s'il y a des détails qu'il va avoir en plus et modifier la période. Donc là, la barre noire sur laquelle il y a des bouts roses que vous voyez, ça représente la barre des alertes. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu des alertes dans les données à ce niveau-là, donc au niveau de la barre d'alerte.
Alors, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de classifier des alertes et pas juste de regarder les données. Donc, si l'opérateur sélectionne la première alerte, il y a le capteur où l'alerte a été détectée qui va s'allumer et être un peu mis en avant. Donc là, comme j'ai l'habitude, je peux voir apparaître un motif ici. On peut voir que les motifs sont presque alignés, mais on va dire que je ne le sais pas et qu'on va essayer de chercher en faisant varier la période. Et là, on voit déjà quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va réussir à retrouver d'autres motifs périodiques, donc des événements qui se suivent, avec une période un petit peu différente. Donc ici, vous pouvez voir en bas que si je mets la souris devant, c'est plus compliqué, que les petits bouts bleus se suivaient les uns par rapport aux autres. Et là, on arrive à faire aligner donc, les événements avec une certaine période. Donc, je le reprécise, en fait, la couleur va dépendre de la valeur du capteur. Donc, bleu, c'est-à-dire que le capteur a une valeur assez faible, et vert, c'est-à-dire qu'elle est moyenne. Donc, au début, tant qu'il n'y a pas d'alerte, on peut supposer que le capteur il a un comportement nominal où toutes les 2000 secondes, il va baisser en pression. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, le capteur va changer de phase, donc on va complètement perdre cette périodicité pour la retrouver de l'autre côté de l'hélice. Et ça, c'est au niveau de la première alerte. Donc on peut supposer que la première alerte a détecté ça et que donc c'est une vraie alerte. Et là, vous ne pouvez pas le sentir, mais en fait, quand je passe ma main dans l'hélice, à l'endroit de l'alerte, je sens des vibrations et ça me permet d'être sûr de l'endroit de l'alerte et par rapport à la visualisation sans encombrer en plus la visualisation. Et donc, on peut classifier l'alerte. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il y a tous les capteurs qui sont affichés, alors là, ce ne soit pas très bien sur l'écran d'ordinateur, mais en VR, ça se voyait un peu mieux. On peut remarquer que tous les capteurs du même système, ils ont eu le même comportement. Et donc, on peut supposer que le problème du premier capteur a eu des conséquences sur les capteurs suivants. Alors que sinon, on peut voir que sinon, leurs comportements ne sont pas forcément similaires quand on regarde plus loin dans l'hélice. Donc l'intérêt des listes, c'est aussi ça, c'est qu'on peut, par rapport à la spirale, avoir énormément de données sur le capteur sans prendre beaucoup plus de place. Et donc ensuite, l'idée, ça va être de catégoriser les 5 alertes qui ont été détectées par l'algorithme. Donc ça, c'est pour le prototype que j'ai réalisé. Donc le but de l'expérience, c'est de comparer les résultats des traitements des alertes entre les deux prototypes. Donc les personnes qui ont passé l'expérience auront pour tâche de gérer les 5 alertes avec le prototype 3D ou avec le prototype 2D que je vous ai montré avant. Les mesures que j'ai effectuées, elles vont être à la fois qualitatives et quantitatives, c'est-à-dire que pour l'instant, j'interviewe des experts en cybersécurité. Ça a pour intérêt d'améliorer l'utilisabilité de l'application, parce que c'est des experts en cyber et pas en réalité virtuelle. Donc, ils peuvent être un peu, des fois, frustrés par certaines choses, ils peuvent me demander certaines améliorations. Et ça permet aussi de jauger de l'intérêt de l'application. Donc, par exemple, c'est un expert en cyber qui m'avait dit c'est intéressant d'avoir le comportement nominal toujours présent pour pouvoir comparer. Ce à quoi je n'avais pas exactement mis les mêmes mots dessus, et ça permet de montrer l'intérêt de l'application. Mais bien sûr, je vais aussi rajouter des mesures quantitatives. Donc, je vais faire une passation de scénario par des élèves des masters spécialisés en cyber de l'école, donc master cyber maritime à Brest et master cyber à Rennes. On était aussi en discussion avec l'NCBS. Le but là, c'est d'avoir des données statistiques qui sont fiables. Et donc, il faut faire passer un certain nombre d'élèves pour pouvoir, par exemple, catégoriser les pourcentages de réussite. Donc, si la personne a catégorisé un vrai positif et que c'était un vrai positif, alors il a réussi et sinon, il a échoué. Mais aussi, le temps de complétion des tâches, ça peut être ça qui est intéressant. Peut-être qu'en ayant un comportement nominal, puis en comparant, on peut réussir à catégoriser les alertes plus rapidement. Donc, ça va être intéressant. Et ensuite, il y aura des mesures sur l'utilisabilité. Donc, comment les personnes arrivent à utiliser plus ou moins facilement les deux prototypes. Des mesures sur la charge de travail. Donc, travailler en cyber, c'est déjà quelque chose qui va demander énormément de charge de travail, qui va déjà être stressant. Donc, le but, c'est de rajouter le moins possible de charge de travail à cause de l'interface. Et ensuite, le flow. Donc, c'est un concept qui vient du sport, mais qui a quand même des domaines intéressants pour la cybersécurité, notamment la capacité de se concentrer sur une tâche,
et la capacité à savoir si on a réussi ou pas sa tâche, donc quelque chose de très important aussi pour la cyber. Et ça permet aussi d'avoir des employés qui sont tout simplement mieux dans leur travail. Donc ça va être les mesures quantitatives que je vais effectuer avec ce prototype. Donc pour faire un petit résumé, j'utilise des représentations hélicoïdales pour mettre en valeur les signaux périodiques. Et la première expérience que je mène, c'est pour comparer les hélices avec les spirales et voir les différences, les avantages et les inconvénients de la 3D. Pour la suite, ce qui m'a été demandé, c'est d'ajouter un contexte aux données représentées. Donc, comme je disais, le modèle de l'usine en 3D, des représentations de données au sein de l'espace 3D. Ça, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé par les utilisateurs en cyber parce que c'est quelque chose dont ils ont l'habitude. Et en fait, ils peuvent se raccrocher. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir ajouter ça aussi dans l'espace 3D. Et le but, c'est d'avoir un scénario d'attaque complet. C'est ce que je veux dire par là, c'est plus juste, ah ben là, j'ai vu une différence dans les listes, donc ça a donné quelque chose de différent. J'ai demandé plus exactement quel type d'attaque, comment il réagirait, etc., pour avoir toute la réponse qui vient avec. Donc ça, je vous ai présenté le premier prototype qui parlait des listes, donc pour les données temporelles multivariées, mais ça ne permet pas de représenter des réseaux. Et là, normalement, les réseaux, on les représente par des graphes. Et le problème des graphes, c'est que ça ne permet pas une exploration temporelle facile. Donc il y a deux solutions quand on veut montrer un graphe évoluer au cours du temps. C'est soit avec des small multiples, donc le même graphe affiché 20 fois de suite avec des pas de temps différents, ou alors des animations. Et dans les deux cas, il y a un problème de mise en mémoire, d'utiliser la mémoire de travail de l'opérateur, ce qui va aussi, encore une fois, rajouter du stress et chercher une autre façon de représenter le temps pour, encore une fois, mettre en valeur les motifs périodiques. Et pour ça, l'idée, c'est d'utiliser une matrice 3D de corrélation qui permet de faire apparaître des motifs temporels au cours du temps. Donc, en fait, ça marche où on peut imaginer que sur la matrice que vous voyez ici, il y a plusieurs matrices de connexion, les unes à la suite des autres, tout simplement. Donc, une matrice de connexion va avoir d'un côté les entrées, donc les ordinateurs qui émettent un signal, et de l'autre côté, les ordinateurs qui vont recevoir ce paquet. Et ça permet de voir quelles sont les communications au sein des réseaux à un instant donné. Et en alignant à la suite les unes des autres ces matrices, on arrive à avoir une matrice 3D où on peut voir le réseau vivre, entre guillemets, parce qu'on va pouvoir voir qui parle à qui et surtout quand, avec quel volume, quel protocole, et on peut voir des motifs apparaître dans les communications au sein du réseau. Le problème, c'est qu'on peut avoir des effets d'occlusion, parce que là, on peut voir que des cubes représentés les uns derrière les autres, ils peuvent cacher d'autres cubes, et ça peut avoir être des représentations avec des volumes très importants. Et donc là, ce qui intéresse à être, on a un besoin d'interaction pour pouvoir filtrer les données qui ne sont pas intéressantes. Donc une solution à laquelle je pense, c'est la multimodalité. Donc à la fois pouvoir interagir avec donc les manettes pour la VR, mais aussi avec des commandes vocales, et aussi recevoir donc du son comme information, donc coder non seulement les valeurs avec la position, la couleur, mais aussi le son et les vibrations. Donc pour ça, j'ai fait un prototype, un deuxième prototype du coup qui reprend les que je vous disais. Alors, ici, donc, comme je vous disais, sur l'axe Y, on a la source, sur l'axe X, on a les destinations, et sur l'axe Z, on a le temps. Et donc, on peut voir le réseau et les communications au sein du réseau. Donc, la taille et la couleur des cubes, encore une fois, dépendent du nombre de connexions. Donc, bleu, il n'y a pas eu beaucoup de connexions, et rouge, il y a eu beaucoup de connexions. On pourrait, par exemple, mapper la taille et la forme des cubes avec un protocole. Ça sera à l'opérateur de décider. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir, donc là, les deux matrices que je vous montre, il y en a une qui est une matrice d'un comportement normal et l'autre qui a eu lieu pendant une attaque. Et on voit qu'il y a une différence, par exemple, sur les cubes rouges. Il n'y a pas les mêmes ordinateurs qui vont parler à des moments différents. Et ce qui est intéressant, qui aussi, je pense vous montrer quand je parle d'interaction, c'est que, hop, excusez-moi. Et voilà, on peut filtrer. Là, je l'ai fait à la main donc, depuis Eternity, mais on peut sélectionner seulement les données qui nous intéressent. Donc là, c'est en fonction du temps, mais on peut aussi décider d'enlever tous les cubes bleus parce qu'on peut se dire que c'est les communications qui ne nous intéressent pas. Et donc l'idée, c'est d'arriver à avoir certes une matrice au début qui va être très dense, mais pouvoir filtrer les données qu'on considère qui ne sont pas intéressantes, voire demander à des algorithmes de les filtrer pour nous, pour voir où sont les patterns qui se répètent et voir les données qui nous intéressent le plus. Et donc, ce que j'envisage comme expérience, c'est donc comparer différentes méthodes de sonification et différentes interactions avec ce cube pour être le plus efficace possible et intégrer ce prototype avec le précédent, donc dans l'idée de donner encore du contexte et d'avoir
la stack représentée, donc à la fois les capteurs physiques, mais à la fois le réseau, pour voir si ça permet de plus facilement traiter les alertes. Donc pour résumer, je suis au début de ma deuxième année de thèse, et donc pour l'instant, j'ai réalisé un premier prototype de représentation de données de cybersécurité, et je suis en train d'expérimenter avec ce prototype pour conclure sur l'intérêt de la 3D par rapport aux interfaces 2D. Et actuellement, j'ai aussi un deuxième prototype qui est en cours de développement pour compléter ce premier prototype. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Peut-être aussi pour toi la question quels sont les datasets. Tu Ah as oui, juste dit le water treatment, tu as dit ça, mais est-ce qu'on a des pistes? Comment identifier les datasets? Est-ce qu'on va faire quelque chose avec le testbed, par exemple? en fait, oui, je pense que ce serait très intéressant de faire quelque chose avec le testbed et surtout la Cyber Range. L'intérêt en fait du SWAT, donc du Secure Water Treatment Dataset, c'est que comme ça, je peux reprendre les données des autres visualisations et donc je peux les comparer avec les miennes, donc montrer l'intérêt de la 3D par rapport à la 2D. Par contre, quand je parle de scénarios plus complexes ou on va pouvoir s'immerger dans tout un environnement 3D. Là, je pense que oui, ça peut être ça va être intéressant d'utiliser notre infrastructure pour pouvoir mener des attaques plus complexes et donc pour pouvoir être plus challengeant pour les participants. Tout à fait. Hop. Et ben, si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir continuer avec Anthony. Anthony, est-ce que tu es là?